Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette seconde édition des coulisses de la création. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Meulemans des éditions Aux Forges de Vulcain. L'association Lecture Jeunesse est à l'origine de cet événement qui a pour but de rendre accessible l'univers de la chaîne du livre. Initialement pensé pour les bénéficiaires de nos projets de terrain, et en particulier pour les adolescents, nous avons fait le choix d'ouvrir plus largement ces rendez-vous en ligne pour faire connaître les actions de notre association. Donc, chez Lecture Jeunesse, nous sommes convaincus que la lecture et l'écriture sont les conditions de l'émancipation de tous les individus, mais également des leviers pour la construction de la citoyenneté. Et c'est pour ces raisons que nous œuvrons au quotidien depuis près de 50 ans, notamment grâce à l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents, qui vise à outiller les médiateurs via la recherche, des enquêtes et des publications, notamment celle de la revue Lecture Jeune que vous connaissez peut-être déjà, grâce aux formations à destination de ces mêmes médiateurs qui travaillent au contact des jeunes pour en savoir plus sur leurs pratiques culturelles, sur l'offre éditoriale de la littérature jeunesse et sur les médiations à mettre en place pour les adolescents. Et enfin, grâce aux projets de terrain pour agir directement auprès des jeunes. Vous retrouverez toutes nos actualités sur le site de l'association. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous souhaite à tous et toutes une très bonne rencontre. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Louis Barchon, le rédacteur en chef de la revue Lecture Jeune, qui va donc animer cette rencontre avec David Meulemans. Bonjour David, qui est là avec nous pour représenter en tant qu'éditeur la maison d'édition aux Forges de Vulcain. Vous avez pu voir le magnifique logo juste avant, pendant la période d'attente. David, tu es né en 1978 et après des études de philosophie, tu as cofondé donc en 2010 les éditions Aux Forges de Vulcain, qui sont donc des éditions une maison d'édition indépendante en fait, qui publie la littérature française, étrangère, de la littérature de l'imaginaire et de la littérature générale. Aujourd'hui, on va surtout parler de littérature de l'imaginaire avec toi, sous ses différentes formes. Et depuis 2000, voilà, tu animes des ateliers d'écriture à destination des jeunes et des adultes, et tu interviens aussi auprès des étudiants en cursus métier du livre. L'idée de cette rencontre, comme vous le savez, comme Marine vous l'a introduit, ça va être d'aborder les coulisses de la création, donc principalement de se demander qu'est-ce qu'un éditeur, comment il travaille, qu'est-ce que c'est la littérature de l'imaginaire aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça implique du point de vue des auteurs, des autrices, du travail d'illustration, de tous les métiers qui sont impliqués là-dedans. On va également en profiter pour aborder, en plus de ce champ éditorial très prolifique, toutes les interrogations, tous les questionnements que vous pouvez avoir, vous, en tant que médiateur, ou bien les adolescents avec qui vous travaillez et qui ont la chance de pouvoir nous suivre aujourd'hui. L'idée, évidemment, c'est que vous puissiez aussi prendre la parole. Donc pour ça, tout au long de la discussion, vous pourrez poser vos questions dans le chat, et également à la fin, on aménagera un temps de 10-15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. L'idée, c'est que, évidemment, moi, je regarde vos questions pour les répercuter à l'oral à la fin de notre rencontre, en privilégiant évidemment les questions qui n'auront pas trouvé une réponse en fait pendant la discussion avec David. J'en ai fini pour vous présenter un peu ce périmètre, et je reviens pour commencer les questions. Du coup, pour introduire, on va poser la première question. Déjà, David, toi aujourd'hui tu es éditeur. Éditeur principalement centré, toi, sur ton segment littérature de l'imaginaire. En tout cas, c'est de ça dont on parlera aujourd'hui, roman principalement. Mais quel type de lecteur tu étais, toi, quand tu étais adolescent, du coup, au collège et au lycée? Alors, quand j'étais adolescent, je lisais vraiment de tout. Moi, j'ai commencé la lecture assez jeune, mais j'ai commencé en lisant Fantomette, puis la Bibliothèque verte. Et puis, j'ai une très longue passion pour les livres dont vous êtes le héros. C'est un peu moins à la mode aujourd'hui,
Mais l'avantage des livres dont vous êtes le héros, qui sont en fait des livres-jeux où, quand on arrive à la fin d'un paragraphe, on vous dit est-ce que tu tournes à gauche dans le couloir, est-ce que tu tournes à droite? Si tu tournes à droite, va à page 54. Si tu tournes à gauche, va au paragraphe 87. Et les livres dont vous êtes le héros, c'était souvent des livres qui étaient dans des univers d'heroic fantasy. Donc ça a été vraiment mon introduction à la littérature de l'imaginaire. Et après, quand j'étais adolescent, j'avais d'un côté des lectures assez sérieuses pour les cours, puisque je lisais une partie quand même de ce que les profs recommandaient, pas tout, mais une partie. Et sinon, en termes de passion personnelle, j'avais deux passions personnelles qui étaient les comics. J'ai lu énormément de Marvel. D'ailleurs, je me rends compte que juste là, en fait, on voit des gros dictionnaires de l'histoire de DC Comics et de l'histoire de Marvel juste à côté. Et surtout, j'ai eu la chance, j'étais la première génération qui a pu lire des mangas en français, puisqu'au début des années 90, c'est le moment où certains éditeurs comme Glénat se sont mis à traduire des mangas. Et donc, j'ai lu avec passion Akira, Battle Angel Alita, Dragon Ball, Ranma. Et voilà, donc de l'heroic fantasy, des littératures un peu plus sérieuses, beaucoup de mangas, beaucoup de comics. Super. Bah là, ce qu'on voit aussi, ce que tu décris, c'est qu'effectivement, dans cette période un peu charnière des années 80-90, il y a aussi cet imaginaire qui se déploie sur des formats qui sont différents. Enfin, ça ne se résume pas seulement à du roman. On a de la BD, on a du comics, on a du manga. On a différents horizons culturels qui se mélangent. Toi, qu'est-ce que c'est les œuvres, par exemple, bah, en fantasy, quand tu étais adolescent, qui t'ont un peu marqué, voire qui t'ont amené peut-être à vouloir travailler dans ce secteur-là? C'est peut-être pas ça que tu avais en tête à la base, mais en tout cas qui ont fait que c'est resté quelque chose qui t'a marqué, qui a un peu voilà, alimenté ton imaginaire. Euh, alors, comme je disais, j'ai commencé par les livres dont vous êtes le héros. Donc, c'est vraiment les livres dont vous êtes le héros, Donjons et Dragons, parce que j'ai commencé le jeu de rôle très jeune, à 7 8 ans. Et donc, j'aimais beaucoup le jeu de rôle comme loisir. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver des joueurs de mon âge. Donc, en fait, j'ai passé mon temps à lire tout ce qu'il y avait sur Donjons et Dragons et à jouer tout seul, alors que c'est des jeux de société, donc on n'est pas tout seul. Et en fait, la bascule s'est faite quand je me suis rendu compte en regardant les dessins qu'il y avait sur les livres dont vous êtes le héros, que ça ressemblait beaucoup à un livre que je voyais régulièrement dans la librairie qui était sur le chemin de l'école, qui était Bilbo le Hobbit de Tolkien. Et en fait, j'ai lu assez jeune Bilbo le Hobbit, qui est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup marqué. Après, en toute honnêteté, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour lire Le Seigneur des Anneaux, parce que je trouvais ça très dur à lire quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Et c'est finalement à la fin de l'adolescence que j'ai lu en entier le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vraiment Bilbo le Hobbit qui m'a beaucoup marqué. Et après, en science-fiction, quand j'avais 14 ans, j'ai lu Dune de Frank Herbert, que beaucoup de gens connaissent. Enfin, c'est le plus grand best-seller, c'est un des deux grands best-sellers du XXe siècle en science-fiction, Dune de Frank Herbert. Beaucoup de gens récemment ont repensé à Dune parce qu'il y a une adaptation qui est sortie au cinéma, dont la suite sort en novembre de cette année. Mais c'est Dune. Et après, l'autrice, le troisième texte qui m'a le plus marqué, mais je l'ai lu, j'étais un peu plus grand déjà, j'avais 16 ans, c'est Les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Donc ça, c'est de la science-fiction. Et à l'époque, quand on était en terminale et qu'on faisait de la philo, il fallait faire un dossier. Un dossier, c'est on prend quatre romans et à partir de ces quatre romans, on travaille une question. Et la question qu'on nous avait demandé de travailler, c'était les utopies et les contre-utopies, les dystopies. La dystopie, c'est le terme que beaucoup de gens connaissent grâce à une série de romans comme Hunger Games. Et en fait, dans la série de romans qu'on nous avait proposé, il y avait trois romans assez classiques qui étaient des romans de littérature générale. Et le quatrième roman, c'était Les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, ça a complètement changé ma vie parce que moi, ça m'a fait découvrir la philosophie comme discipline, parce que je connaissais la philosophie parce que j'étais en terminale et donc j'avais l'obligation de faire de la philosophie, mais ça ne me passionnait pas. Ça m'a fait découvrir une autre manière de faire de la science-fiction qui était une science-fiction assez littéraire, assez intellectuelle par moments, sans jamais être ennuyeuse. Et voilà, donc Bilbo, puis 4 ans plus tard, Dune, puis 4 ans, non, 2 ans plus tard, Les Dépossédés de Le Guin. Ok.
D'ailleurs, j'en profite. Puis le moment où tu parlais de science-fiction, il y a eu des effets sur sur ton écran très cyberpunk. Donc, pour vous prévenir, David voilà, est dans un endroit reculé où le réseau n'est pas ce qu'il est partout, mais ça ne se déconnecte pas. Donc, si vous voyez qu'à l'écran, il se passe des choses bizarres, c'est normal, mais on continue à l'entendre et c'est le plus important. Donc voilà, que vous soyez rassurés, c'est pas votre réseau à vous, c'est pas un problème technique, c'est normal. Mm. Euh, donc là-dessus, j'en viens au fait que voilà, tu as fait des études de philo, donc finalement, ça a porté ses fruits, cette lecture d'Ursula Le Guin. Et ensuite, tu as créé donc en 2010 cette maison d'édition. Mm. Euh, Comment tu t'es retrouvé à créer une maison d'édition alors que tu avais fait des études de philo? Est-ce que tu es passé par un cursus d'éditeur ou pas du tout? Il y a voilà, des rencontres qui ont fait que tu t'es dit j'aimerais bien lancer une maison, tu connaissais des auteurs ou des autrices. Comment tu as créé en fait cette maison d'édition? Il y a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est que quand j'étais enseignant, donc j'ai enseigné la philo plutôt à l'université, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'enseignement, c'est un métier fantastique, mais je n'étais pas tout à fait taillé pour l'enseignement. Donc je songeais à faire autre chose de ma vie. Parallèlement, dès l'âge de 7 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre amateur, jusqu'à 27, 28 ans. Et en fait, dans le théâtre amateur, il y avait quelque chose de très, très créatif qui me manquait un petit peu dans la philosophie. La philosophie, ça permet de lire beaucoup et d'écrire beaucoup, donc ça, c'est très bien, mais il me manquait quelque chose d'un peu plus créatif. Et puis, comme de temps en temps, je faisais des missions pour des éditeurs, ce que j'appelle faire des missions, c'est que quand on est prof, on peut être amené à travailler sur un manuel scolaire, ce qui était mon cas, sur des traductions, sur des préfaces de livres. L'édition commençait à m'intéresser de plus en plus. Et puis, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais participé à des revues. Ça m'intéressait. Et puis, même si je remonte beaucoup plus loin en arrière, quand j'étais au primaire, j'adorais faire des chemins de fer, c'est-à-dire fabriquer vraiment des plans de livres à la main. C'est venu finalement assez naturellement. Et puis, je pense qu'il y a eu un déclic, c'est que un de mes meilleurs amis, avec qui on avait des passions de lecture depuis l'adolescence. On était des lecteurs de comics. On aimait beaucoup aussi les comics qui étaient écrits par quelqu'un qui s'appelle Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman qui est peut-être souvent connu pour The Sandman, qui pour moi est sa plus grande œuvre. C'est une bande dessinée en 75 épisodes qui est géniale. Et en fait, on trouvait dommage qu'en littérature, il n'y ait pas l'équivalent de The Sandman. Et donc cet ami m'a proposé un manuscrit en disant qu'est-ce que tu en penses et voilà, et je lui ai dit ah, mais moi je vais le publier moi-même. Rétrospectivement, c'était un peu cruel parce que s'il l'avait pu proposer à une grande maison déjà existante, le roman aurait peut-être été un best-seller. Mais donc, il me l'a confié et ça a permis de créer la maison d'édition avec ce roman qui s'appelle Contretemps. Et le roman s'appelle Charles-Marie. Et c'est un roman qu'on a fait qu'on a publié il y a 12 ans. Mais Contretemps, ça reste un peu le symbole de ce que je veux faire en termes de littérature, c'est-à-dire c'est à la fois de la littérature de l'imaginaire et c'est de la littérature, et c'est très bien écrit, donc c'est vraiment de la littérature. Et du coup, à partir de ce lancement, voilà, ça a créé la maison. Et toi, comment tu décrirais ton métier comme éditeur aujourd'hui? En quoi ça consiste un éditeur? En fait, ce qu'il faut rappeler dans le métier d'éditeur, c'est que c'est un métier de commerce, mais c'est un métier de commerce aux deux sens du terme. C'est d'abord le commerce des idées, quel que soit le type d'éditeur qu'on est, c'est-à-dire qu'on publie des livres scolaires, de la bande dessinée, des romans d'imaginaire, on est dans le commerce avec les gens, c'est-à-dire on essaye d'échanger des idées avec les libraires, avec les bibliothécaires et surtout avec les lectrices et les lecteurs. Le deuxième sens du terme commerce, c'est qu'on vend des livres. C'est que c'est la vente de livres qui nous permet de vivre et qui nous permet de faire d'autres livres après. Et l'idée, c'est que notre mission en tant qu'éditeur, c'est à la fois de trouver des textes, de les transformer en livres, c'est-à-dire un texte qui est sur votre ordinateur, c'est juste un texte, c'est pas un livre. Un livre, c'est autre chose. C'est un texte qui a été retouché, qui a été corrigé, qui a été mis en page, qui a une belle maquette, qui a une belle couverture, voilà.
Et la troisième mission, après avoir sélectionné le texte, transformé le texte en livre, c'est de trouver des lecteurs et des lectrices. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire un livre génial si personne ne lit. Et inversement, si on fait un livre que tout le monde lit, mais dont on n'est pas fier parce qu'en fait, il se vend beaucoup, mais on n'en est pas fier, c'est pas terrible non plus. Donc, c'est vraiment un métier de commerce, mais aux deux sens du terme. Et l'idée, ce qui est quand même important, c'est de trouver le plus de lecteurs, lectrices au texte dont on est fier. Et là-dessus, comment tu définirais la ligne éditoriale des Forges de Vulcain? Donc la ligne éditoriale, c'est en fait ce qui va, pour décrire, c'est un peu voilà, je vais pas dire les conditions, mais la manière dont toi tu vois ce qu'est un bon livre, par exemple, ou en tout cas ce que tu considères comme étant dans le périmètre de ce que la maison d'édition publie, parce que c'est le public qui va lire ce type de livre et qui est intéressé par cette maison, ou c'est toi, ce qui t'intéresse toi aussi, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples du coup de titres en imaginaire qui illustrent bien cette ligne éditoriale, par exemple parce qu'ils n'auraient pas été édités ailleurs ou parce que même s'ils avaient été édités ailleurs, le fait qu'ils aient été édités aux Forges de Vulcain, ça montre bien que les auteurs ou toi, vous avez une manière de concevoir l'imaginaire qui est proche. Oui, la ligne, c'est quelque chose qui aide aux maisons d'édition à choisir les textes. C'est pas juste se dire un texte qu'on a reçu est bon, c'est qu'en fait on doit se dire il est bon et il rentre dans la ligne. Parce que une maison ne publie que peu de textes et à chaque fois il faut vraiment que ce soit un texte important pour elle. Et la ligne, c'est ce qui permet de savoir si c'est un texte important. C'est aussi, je parlais tout à l'heure du commerce des idées, commerce matériel des livres. La ligne, c'est le contrat qu'on a avec les lecteurs et les lectrices de dire quand sur la couverture il y a marqué les Forges de Vulcain, vous pouvez vous attendre à ça. Voilà. Alors, selon les maisons d'édition, la ligne elle est plus ou moins large, mais dans le cas des forges, un premier truc que j'essaye de faire, c'est d'essayer de surprendre quand même à chaque fois. C'est-à-dire que on ne soit pas dans la répétition, c'est-à-dire que les gens qui ouvrent un livre des forges n'aient pas l'impression de relire un livre qu'ils ont soit déjà lu chez nous, soit lu ailleurs. Et sinon, en imaginaire, pour donner des exemples, parce qu'en fait, ce qui fait vraiment la ligne, c'est pas un discours qui explique ce qu'on fait, c'est les livres. Les livres doivent parler pour nous et définissent par eux-mêmes la ligne. Euh, Par exemple, il y a les romans d'une auteurice américaine qui s'appelle Rivers Solomon, comme L'incivilité des fantômes, Les abysses ou Soroland. C'est des romans qui sont très, comment dire, effervescents. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. C'est des romans qui peuvent être un peu politiques, donc un peu durs par moments. C'est des romans qui parlent d'actualité. C'est donc dans l'incivilité, c'est un vaisseau générationnel, c'est-à-dire que c'est un vaisseau qui traverse l'espace parce qu'on croit comprendre que la Terre est devenue invivable, mais malheureusement, dans le vaisseau se recrée une société qui est extrêmement raciste et stratifiée. Et c'est l'histoire un peu d'une sorte de rébellion à l'intérieur de ce vaisseau. Il peut y avoir, par exemple, un autre exemple, un exemple francophone, c'est un roman qui s'appelle La tragédie de l'orque. Cette fois-ci, c'est un auteur français, Pierre Aufaste. La tragédie de l'orque, c'est le premier volume d'une trilogie de science-fiction. Et dans cette trilogie, en fait, ça se passe 150 ans dans le futur et l'humanité, après avoir traversé une passe extrêmement difficile à cause du choc climatique, à cause de l'effondrement politique qui a suivi, l'humanité reprend un peu espoir et repart à la conquête des étoiles. Et c'est un roman qui est très scientifique. Donc, le point commun, par exemple, entre River Solomon et Pierre Aufaste, c'est qu'ils essayent de faire passer des idées, des choses parfois assez radicales par la fiction, parce que par la fiction, on peut faire passer beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, finalement, ce qui est un peu la marque de fabrique des forges, ou ce qui est un peu un étendard parfait des forges, c'est une double trilogie qui s'appelle le cycle de la tour de garde, qui est donc ces deux trilogies, une trilogie écrite par Guillaume Chamanadjan, une trilogie qui s'appelle La capitale du Sud, et une trilogie qui est écrite par Claire Duvier qui s'appelle La capitale du Nord. Et là, on est dans de la fantaisie, donc on n'est plus dans la science-fiction, on est vraiment dans la fantaisie, dans une sorte de Moyen-Âge ou de Renaissance complètement imaginaire, parce que ça ne se passe pas du tout dans notre monde. Il y a un peu de magie, mais pas beaucoup.
il n'y a aucune créature étrange, il n'y a pas de dragon ou quoi que ce soit. Et c'est l'histoire de jeunes gens qui ont l'air relativement normaux, qui vivent chacun dans une ville. Donc, dans la capitale du Nord, vivent dans la capitale du Nord qui s'appelle De Haven, et dans la capitale du Sud, ils vivent dans la capitale du Sud qui s'appelle Gemina. Et chacune des villes va connaître des problèmes, et c'est comment les jeunesses de ces deux villes vont réagir à ces problèmes. C'est-à-dire, est-ce que face aux problèmes, on baisse les bras? Est-ce qu'on cherche une solution? Est-ce qu'on fuit? Quand on fuit, qu'est-ce qu'on emporte de la ville qui nous a vu naître? Est-ce que comment dire, on fait une croix sur notre passé, ou est-ce qu'on essaye de comment on fait pour garder ce passé? Donc finalement, ces différentes œuvres, que ce soit River Solomon, moi je parle beaucoup par auteur en fait, parce qu'une particularité éditoriale des Forges, qui n'est pas une particularité singulière, c'est-à-dire on ne la trouve pas que chez les Forges, mais dans d'autres maisons d'édition, c'est que c'est une maison d'auteur. Une maison d'auteur, ça veut dire que quand quelqu'un publie un roman aux Forges, c'est avec l'accord, l'idée qu'on va publier tous ses romans et l'aider titre à titre à se perfectionner, à grandir, à devenir le meilleur auteur possible. Et donc, j'ai tendance à raisonner en termes d'auteur. Voilà. Ok. Et donc, de ce point de vue-là, comment ça se noue les relations avec des auteurs ou des autrices? Parce que comme tu dis, il y a certains... River Solomon, j'imagine qu'elle avait déjà été éditée aux États-Unis. Mmh. Donc là, on est dans une situation différente de, par exemple, Claire Duvivier ou Guillaume Chamaljian, où là, au contraire, ils étaient édités aux Forges pour leur roman voilà, en français. Comment ça se passe dans ces deux situations? Donc auteur, autrice francophone pour une première publication, et auteur, autrice voilà, américaine ou d'ailleurs pour une parution en français. Alors, c'est vrai que théoriquement, les auteurs étrangers, on ne va pas beaucoup travailler le texte avec eux, parce que le texte a déjà été publié dans un autre pays, et l'éditrice française ou l'éditeur français a la responsabilité morale de fournir une traduction qui est très proche du texte initial. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, normalement, de trop retoucher le texte. On peut faire des petites retouches, toujours avec le consentement de l'auteur initial, mais on n'a pas le droit de faire une retouche radicale. Parfois, quand on établit une relation de longue durée avec un auteur étranger, on va finir par le rencontrer. On peut le faire venir pour faire la promotion en France, c'est-à-dire dans les librairies, dans les salons. Et à ce moment-là, peut commencer une conversation intellectuelle où l'auteur nous dit « Ah, j'aimerais écrire sur ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» On peut dire « Moi, j'aime beaucoup, c'est un super sujet, allez-y, voilà. » Donc, on peut très, très modestement avoir un tout petit effet sur les romans d'après. Mais c'est vrai que sur le premier roman qu'on publie d'un auteur étranger, le travail intellectuel, on va le faire avec le traducteur ou la traductrice. En fait, le traducteur ou la traductrice, c'est quelqu'un qui est l'auteur de la traduction. Donc, il est traité avec les mêmes égards que l'auteur ou l'autrice initiale. C'est quelqu'un qui va fournir un énorme travail, parce que traduire un texte étranger, c'est souvent difficile. Il y a des textes qui sont très difficiles à traduire, il y a des textes qui sont extrêmement longs. Ça nécessite de trouver la voix de l'auteur en français. Et voilà, on travaille plus avec l'auteur, avec le traducteur ou la traductrice. Quand on passe sur les auteurs francophones, c'est très différent. C'est-à-dire que les auteurs francophones, généralement, on a reçu le manuscrit, qui est donc une première version du texte, et chaque éditeur ou éditrice va avoir un avis différent sur le texte. Si un auteur écrit à 50 maisons, il y a peut-être 50 avis différents d'éditeurs ou d'éditrices. Certains vont dire ça manque d'action, certains vont dire il y a trop d'action, certains vont dire les thèmes ne sont pas clairs, certains vont dire c'est trop long, certains vont dire sont trop courts. Et là encore, c'est des remarques très générales. Après, on peut faire des remarques très précises. Mais ça veut dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que souvent, le texte publié n'est pas le texte qui avait été envoyé par la poste. C'est-à-dire que les gens, souvent, écrivent tout seuls dans leur coin. Et quand on est tout seul dans son coin, on manque parfois du regard extérieur qui va faire grandir une œuvre. Les musiciens, par exemple, ou les gens de théâtre, voilà, quand on fait du théâtre, on répète sur scène, et on répète face aux autres membres de la troupe, on répète parfois face au directeur, au metteur en scène, à la metteuse en scène, et chacun va donner des avis en disant « tu devrais faire ci comme ça », et petit à petit, l'œuvre, même si elle reste l'œuvre d'une seule personne, est un peu modifiée par le regard d'autres personnes. Donc nous, en tant qu'éditeur ou éditrice, une fois qu'on a décidé de publier un texte,
on rentre dans un travail qui peut être plus ou moins long, qui peut prendre quelques semaines, qui peut prendre quelques mois, qui peut prendre parfois quelques années de discussions régulières avec l'auteur et l'autrice, où en fait, nous, quand c'est du roman, on n'a pas le droit en tant qu'éditeur ou éditrice de retoucher. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais écrit un seul mot des romans qu'on a publiés. Par contre, on peut dire le chapitre 2 ne fonctionne pas bien, est-ce que ça ne serait pas plus simple de le couper? Et là, il y a des auteurs qui vont dire ah non, je vais le réécrire, ou je vais l'étoffer, ou des choses comme ça. Et donc, on rentre dans ce travail-là qui va être très variable selon les auteurs, parce que les auteurs et les autrices ont des manières toutes très différentes d'écrire, c'est-à-dire que certains font des vrais plans, comme si c'était des scénaristes de cinéma, c'est-à-dire ils font un plan très précis et après ils écrivent les pages. Certains partent à l'intuition, c'est-à-dire ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent écrire, mais ils commencent à écrire page après page et se disent après coup, on fera le plan, c'est-à-dire après coup, on réécrira, on coupera, on rajoutera, et voilà. Euh, Certains vont me parler de l'idée du roman. Ça, c'est pour les auteurs qui sont déjà dans le catalogue en disant ah, j'aimerais écrire sur ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faudrait lire, est-ce que ça n'a pas été déjà trop fait, est-ce que c'est intéressant comme sujet. Et puis certains, par contre, arrivent avec quelque chose qui est déjà très, très ficelé. En toute honnêteté, la tour de garde, c'est arrivé dans la boîte à manuscrits des Forges de Vulcain en étant déjà très, très abouti. Et mon travail à moi sur le cycle de la tour de garde, ça a plutôt été un travail de penser avec les auteurs sur sous quel format on va le publier. Parce que tout à l'heure, j'ai dit c'est 2 trilogies, mais au lieu d'être 2 trilogies, ça aurait pu être 2 énormes livres, voire même un seul énorme livre avec des récits qui s'alternent, comme dans Le Trône de Fer. Ça aurait pu prendre plein de formes différentes. Donc en fait, j'ai pas travaillé avec les auteurs au page à page, c'est-à-dire je leur ai pas dit il faut couper un personnage, il faut rajouter des péripéties, mais ça a plutôt été un travail de concevoir le passage du texte au livre, de voir s'il fallait que ce soit un gros livre, 2 livres, 3 livres, 6 livres, plus. Et voilà. Après, ça a été aussi un travail de décider qui va être publié en premier. Est-ce que ça va être Claire Duvivier ou Guillaume Chanadjian? Est-ce qu'on les publie en même temps? À quelle période de l'année on publie? Voilà, ça a été vraiment du travail éditorial dans ce qu'il a de plus matériel et de plus tourné vers le commerce, en fait. Là-dessus, pour celles et ceux qui étaient là à l'ancienne, la dernière coulisse de la création, les dernières coulisses de la création avec Christelle Dabos, quelque chose que disait Christelle Dabos, donc l'autrice de La Passe Miroir, voilà, cycle de fantaisie édité chez Gallimard Jeunesse. On a donc Christelle Dabos qui nous expliquait que elle avait des parents, enfin, elle a des parents musiciens, et elle avait toujours été surprise, parce qu'elle était passionnée par l'écriture, qu'il y ait un conservatoire pour le théâtre, qu'il y ait des écoles de pratique d'art plastique, qu'il y ait des conservatoires de musique, évidemment, mais qu'il n'y a pas de conservatoire d'écriture. Et elle disait, le fait est que du coup, l'écriture, elle a toujours vu ça comme quelque chose de très dur, parce que très solitaire. Et donc, c'est par les plateformes d'écriture et le fait d'avoir un contact avec un éditeur, ce qui explique peut-être pourquoi le rôle de l'éditeur en littérature est plus grand que, par exemple, en musique. Enfin, en tout cas, voilà, dans l'industrie, on sait que le rôle d'éditeur en littérature est plus important de ce point de vue-là, de l'editing, tout simplement. Toi, de ton point de vue, de ton expérience, qu'est-ce que tu as vu comme manière de procéder, comme voilà, chez les auteurs? Donc des difficultés à écrire, à commencer à écrire, ou des manières d'améliorer son écriture? Quels sont un peu les constats que tu as fait d'après les gens que tu as édités aux Forges de Vulcain? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais fait des études de philo. Et en fait, ma thèse de philo, ça portait sur les processus créatifs. Donc, je me suis retrouvé à beaucoup lire sur les manuels d'écriture. Donc, par exemple, ce que vous voyez là, tout ce rayon-là et là aussi, c'est des manuels d'écriture. C'est-à-dire, c'est des manuels de scénario. Puisque comme le cinéma et les séries télé, c'est une grosse industrie, il y a beaucoup de manuels qui ont été écrits pour aider qui ont été publiés pardon, pour aider les gens à écrire.
à structurer un peu leur récit. Et en fait, j'ai aussi beaucoup lu des journaux d'écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains qui, pendant qu'ils étaient romanciers, parallèlement, tiennent un journal où ils racontent leurs propres difficultés. Quelqu'un comme Franz Kafka, l'écrivain tchèque du début du XXe siècle, c'est un écrivain austro-hongrois, pardon, qui a beaucoup écrit sur comment ses propres difficultés d'écriture, parce que c'est un écrivain dont une très très grande partie de l'œuvre n'a été publiée qu'après sa mort parce qu'il estimait qu'elle n'était pas assez bonne pour être lue. Mais par exemple, ce qu'on apprend dans la biographie de Kafka, c'est qu'il écrivait le matin tout seul dans son coin avant d'aller au bureau. Mais quand il sortait du bureau, il allait boire avec ses amis. Il avait un cercle intellectuel autour de lui, de gens qui étaient aussi des écrivains, mais beaucoup, c'était des écrivains du dimanche. Hein. Ce n'étaient pas tous des écrivains publiés, c'était des gens qui écrivaient pour le plaisir de leurs amis. Et en fait, souvent, il leur lisait des passages et il disait, si mes amis rient à ce que j'écris, je garde la feuille, je repars avec, et si en fait je sens qu'ils réagissent mal, j'en fais une boule et je le jette et je l'abandonne. Et ça veut dire que, en fait, pendant des siècles, les gens n'ont jamais vraiment écrit tout seuls. C'est très moderne, ça a une centaine d'années, d'avoir pris l'habitude de se dire que écrire, c'est quelque chose doit faire tout seul dans son coin, qui est synonyme de souffrance. Alors qu'en fait, il y a plein d'exemples dans l'histoire d'écrivains qui ont écrit aidés par d'autres d'une certaine façon, et qui ont écrit dans la joie, le plaisir. Et en plus, c'est une évidence qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'écrire si on fait quelque chose avec plaisir, et que c'est improbable, si vous détestez faire quelque chose ou si ça vous fait souffrir, que vous puissiez le faire quotidiennement pendant des années. Après, du côté des forges, les écrivains des forges, c'est des gens comme vous et moi, ils sont nés dans le monde moderne où il y a cette conception de l'écriture solitaire, et ils ont tous, d'une certaine façon, un peu réussi à surmonter ces blocages de l'écriture. Par exemple, il y a un romancier comme Gilles Marchand, qui, lui, de l'adolescence, enfin, à partir de l'adolescence, il a été dans un groupe de rock où il était batteur, où il devait écrire des paroles. Et en fait, je pense que l'expérience de la musique, hein, que tu mentionnais tout à l'heure, ça l'a beaucoup aidé parce que c'est moins peut-être paralysant que l'écriture de romans. Et ça lui a donné une aisance, c'est-à-dire plus on écrit, plus on garde on a de la facilité dans l'écriture. Un auteur comme Guillaume Chananadjian, qui est l'auteur de la capitale du Sud au sein du cycle de la Tour de Garde, c'est quelqu'un qui a énormément joué au jeu de rôle. Donc, a écrit aussi des scénarios en tant que meneur de jeu pour faire jouer à ses joueurs et joueuses des aventures fantastiques. Et donc, ça l'a beaucoup aidé à maîtriser des notions de scénario que lui n'avait pas théorisées, mais qui finissait par comprendre parce qu'il avait vu plein de films, regardé des séries, lu plein de romans et fait des jeux de rôle. Et donc voilà, donc souvent les auteurs ont un petit truc qui les a aidés. Par exemple, il y a beaucoup de romanciers, romancières qui sont des enseignants. Et je pense que souvent on se dit, ah, c'est parce que les enseignants, c'est des gens qui lisent beaucoup, qui sont cultivés, et c'est pour ça. En fait, c'est pas ça, c'est que souvent, quand on est enseignant, on est tourné vers une audience, vers un public, et on fait l'effort de se rendre clair, en fait. Et je pense que c'est dans l'apprentissage de l'écrivain, apprendre la clarté, c'est quelque chose de très important. Donc finalement, il faut toujours garder à l'esprit que l'écrivain qu'on est, qu'on soit écrivain amateur ou écrivain professionnel, c'est quelque chose qui est très formé par nos expériences, qui ne sont pas nécessairement des expériences d'écriture, qui sont liées à nos professions, à nos loisirs, ce type de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un imaginaire de l'écriture que moi je trouve très néfaste, qui est de croire qu'il faut écrire tout seul dans son coin, que écrire va peut-être faire souffrir. Alors ça peut faire souffrir parfois, mais je connais plein d'écrivains qui sont très très heureux, qui s'amusent en écrivant, parce que parfois l'écriture, c'est comme se créer soi-même un puzzle et essayer de trouver la solution. Et quand on sent son intelligence, sa créativité, son inventivité se déployer, c'est quelque chose d'assez épanouissant. Et l'exemple que tu prenais tout à l'heure avec la passe miroir, c'est qu'effectivement, moi, j'essaye beaucoup de rapprocher la pratique de l'écriture des autres pratiques artistiques. Par exemple, moi, j'ai fait énormément de dessins quand j'étais adolescent, et dans le dessin, on fait beaucoup de brouillons.
Et ben, de la même façon, je pense que les bons romanciers font beaucoup de brouillon, c'est-à-dire qu'ils vont écrire une page, elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave, parce que dans le processus d'écriture, c'est important parfois d'avoir écrit telle ou telle page qui n'est pas terrible, ou voilà, ou parfois on peut avoir des surprises. On se dit, ah là là, mon dessin, il prend une tournure bizarre, il n'est pas terrible, et puis finalement, on découvre quelque chose. Il y a quelque chose de l'aventure dans l'écriture. Mmh. Là-dessus, comme tu parles de dessin, et pour revenir à ton métier d'éditeur, il y a quelque chose qui est assez significatif dans les Forges de Vulcain, c'est les couvertures, Mm. qui sont très facilement reconnaissables. Mm. Et donc la question, c'est comment on travaille une couverture. Est-ce que vous avez, voilà, t'es en contact avec toujours les mêmes illustrateurs ou illustratrices? Est-ce que c'est les auteurs qui proposent quelque chose? Est-ce que ça se décide voilà, en dialogue entre auteurs, éditeurs, illustrateurs? Comment voilà, on décide d'une couverture d'un livre? Euh, Alors, il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent, mais qui souvent peut les surprendre un tout petit peu, c'est que dans le contrat d'édition, qui est le contrat donc l'auteur ou l'autrice et l'éditrice ou l'éditeur signent ensemble, une des choses qui est dite dans les premiers articles, c'est que le titre et la couverture sont décidés par l'éditeur. Ce qui est un peu surprenant, notamment pour le titre, parce que les gens se disent ah, j'ai choisi un titre pour mon roman, donc ça sera le titre final. Mais en fait, on considère que le titre et la couverture, c'est ce qui va permettre de trouver des lecteurs et des lectrices. Donc, il faut quand même que ce soit l'éditrice ou l'éditeur qui assume la responsabilité. Parce que si un titre ne trouve pas de lecteur ou lectrice, c'est souvent la responsabilité de l'éditeur ou l'éditrice. Ce n'est pas nécessairement la responsabilité de l'auteur ou l'autrice. Un auteur ou une autrice peut avoir écrit un très bon texte qui ne trouve pas ses lecteurs et il faut qu'il s'en prenne plus à son éditeur qu'à lui-même. Mais même si c'est l'éditeur ou l'éditrice qui choisit, il faut le faire avec le consentement de l'auteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer un titre à un auteur, on va plutôt par la discussion trouver quelque chose. La couverture, c'est la même chose. Depuis le premier jour de la maison d'édition, depuis le premier jour des Forges de Vulcain, je travaille avec la même illustratrice qui s'appelle Elena Vieillard. Et en fait, c'est une artiste, c'est-à-dire que moi, je la traite comme je traite avec les auteurs ou les autrices. C'est-à-dire que pour moi, les auteurs ou les autrices, ce n'est pas des gens à qui on commande, c'est des sortes de fleuves ou de rivières. Et en fait, parfois, on peut faire des petits barrages, pas pour bloquer le cours de l'eau, mais pour l'orienter un petit peu. Voilà, c'est-à-dire de respecter la puissance qui se déploie chez eux et pas se prendre pour un artiste. Donc moi, je suis éditeur, je ne suis pas artiste et voilà. Donc il faut essayer de canaliser un peu d'une certaine façon leur talent pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Pour l'illustratrice, ce que je fais, c'est que très souvent, les illustrateurs et illustratrices n'ont pas le temps de lire les romans. Parce que sinon ils s'en sortiraient pas. Ils auraient trop de choses à lire. Et surtout, alors Elena, elle lit les romans, mais souvent après avoir fait la couverture. Donc, des mois avant la publication d'un livre, parfois un an à l'avance, j'arrive et je lui dis, voilà, ça parle de ça, ce roman qui va sortir. Moi, ça m'a inspiré tel type de sentiment. Il y a tel objet qui revient régulièrement dans le roman, et voilà. Et je te laisse faire ta magie, c'est à toi. Voilà. Et donc, je lui dis, souvent, je lui explique en 10 lignes, toujours par écrit, ce qu'elle pourrait faire, mais je ne rentre pas dans les détails. Je lui dis pas, il faut qu'il y ait tel ou tel objet, et voilà. Je ne me prends pas pour un artiste. Et elle, très souvent, elle me surprend complètement. C'est-à-dire, ce que j'ai pu imaginer dans ma tête est souvent très, très loin de ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait est souvent très supérieur à ce que j'avais pu imaginer. Alors après, ça, c'est ma manière de travailler. Ce n'est pas la manière de travailler de tous les éditeurs et toutes les éditrices. Il y a des éditeurs ou éditrices qui ont un sens visuel beaucoup plus fort que moi et qui vont être plus intrusifs, c'est-à-dire ils vont donner des instructions beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes à Elena, mais moi, je donne des instructions très générales, en fait. Et voilà, en fait, Elena, quand elle a commencé à travailler aux Forges, elle sortait d'écoles d'art et parmi les travaux qu'elle avait déjà réalisés, il y avait des affiches politiques. Et c'était, vous savez, des affiches pour les élections qu'on colle sur les tableaux métalliques qu'on met autour des mairies lors des élections.
Et souvent, les affiches politiques, c'est très moche parce que il y a la tête des candidats et des candidates. Et bon, souvent, c'est pas des prix de beauté, quoi. Voilà, c'est pas ce qu'on leur demande. Et c'est souvent très laid. Et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire des affiches comme ça. Et Elena, au contraire, elle faisait des affiches où il n'y avait pas les têtes des candidats. C'était des affiches très graphiques, en fait. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est très malin parce que fondamentalement, la couverture d'un livre, c'est comme une affiche. Et tout à l'heure, je parlais de Franz Kafka. Et Franz Kafka, une grande partie de son œuvre a été publiée après sa mort, après 1925, par un éditeur qui s'appelle Fischer, qui est le grand éditeur littéraire allemand. Et c'est les années 1920 en Allemagne. C'est une période de très grande créativité. C'est ce qu'on appelle la République de Weimar. Et à ce moment-là, Fischer va faire des couvertures fantastiques. Et la grande idée de Fischer, c'était d'être allé chercher des affichistes, des gens qui faisaient des affiches pour le cabaret, pour le cinéma, et voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, en regardant le site d'Elena, c'est super, c'est quelqu'un qui nous fera des super couvertures. Mm. Et donc, elle nous a fait les couvertures avec une particularité, c'est qu'on fait de la littérature générale et de la littérature de l'imaginaire, mais tous nos livres, tous nos romans, qu'ils soient en littérature générale ou en littérature de l'imaginaire, c'est toujours la même maquette. Voilà. Ouais. Euh, Donc là, je montre des exemples de couverture pour qu'on voit un peu visuellement à quoi ça ressemble voilà, à l'écran. Je pense que vous voyez. c'est ça. Ce qui est Voilà. important, c'est que, par exemple, si tu cliques sur la tragédie de l'orque à droite, la tragédie de l'orque, c'est une couverture qui est un peu dessinée, c'est-à-dire on voit que c'est une sorte de vaisseau spatial, on voit que c'est un soleil, mais ce n'est pas une vraie couverture illustrée. Une vraie couverture illustrée, c'est une couverture qui est vraiment dessinée, voilà. Et souvent en imaginaire, on fait de la vraie couverture illustrée. Et moi, en imaginaire, j'ai jamais aimé les couvertures illustrées parce que je considère que les couvertures illustrées, ça a tendance à se substituer à l'imagination du lecteur ou de la lectrice. J'aime bien Ça qu'on... suggère pas, ça impose C'est un ça, visuel, quoi. c'est ça. Par exemple, sur les premiers Harry Potter, on voyait beaucoup de choses, c'est-à-dire Harry, on savait à quoi il ressemblait. Voilà. Alors qu'en fait, moi, j'aime bien que on se fasse sa propre idée, voilà. Mais j'aime bien aussi des livres qui sont jolis, qui font plaisir, parce que en fait, quand je disais qu'on faisait du commerce d'objets, c'est qu'en fait, on vend un livre physique, et le livre physique, bah, c'est pas un livre numérique. C'est quelque chose qu'on va avoir chez soi, qu'on a envie d'avoir en main, qu'on peut avoir envie de Mm. laisser traîner parce que c'est joli, parce qu'on peut avoir envie de les collectionner. Et donc, c'est important que ce soit joli et pas Oui. terne. Voilà. Bah, là-dessus, ça m'amène sur un autre point, puisque là, il est 15h40, donc on va un peu accélérer pour laisser du temps aux personnes pour discuter, enfin pour nous poser les questions après. Tu parlais là de l'importance de l'illustration et un phénomène qu'on peut remarquer d'un point de vue éditorial qui est lié à plusieurs effets, notamment ça vient des États-Unis, ça vient aussi peut-être de la culture de l'image. C'est l'importance des couvertures, du travail sur les produits. L'emblème de ça, c'est Blackwater l'année dernière, où Mm. on avait une édition de poche magnifique qui voilà, était très Instagrammable, comme on dit, Mm. et qui du coup a suscité un véritable emballement qui est lié évidemment à la qualité du texte, à la stratégie éditoriale de la maison, en l'occurrence Monsieur Toussaint Louverture, mais aussi, il faut le dire, à la beauté de la couverture. Mm. Et toi, quelle spécificité tu vois en tant qu'éditeur sur aujourd'hui, 2023, sur voilà, l'édition d'imaginaire? Donc là, je donnais un exemple, c'est par exemple la question de la place de la couverture et de l'illustration, où par exemple, on voit que dans les années 2000, on avait des illustrations de photos, synthèses, etc., qui étaient, je trouve, très laides. Là, on est un peu revenu là-dessus, même si certaines maisons le font toujours parce que ça marche bien auprès d'un certain lectorat. Mais en plus de cette couverture, qu'est-ce que toi, tu remarques dans les contenus, dans la manière dont l'imaginaire se vend? Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, l'imaginaire se vend, c'est ce qu'ils ont le plus chez les ados, Mm. ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on sait qu'il y avait des genres réalistes qui se vendaient plus, ou en tout cas qui faisaient jeu égal. Aujourd'hui, la fantaisie écrase au sein de l'imaginaire le reste et au sein de la littérature tout. Comment toi, voilà, tu perçois ça en tant qu'éditeur? Moi, je pense que actuellement, c'est une très bonne période pour l'imaginaire.
Il y a plein de raisons. Mais de manière générale, je pense que même si l'imaginaire, on en lit à tout âge et on a des lecteurs de tout âge, l'imaginaire exercera toujours une séduction plus forte chez un public un peu plus jeune, parce que l'imaginaire, c'est la littérature du possible. Et malheureusement, il y a une partie de la littérature adulte qui est une littérature qui est tellement réaliste que c'est un peu une littérature de la défaite. C'est-à-dire, le monde est tel qu'il est, on ne peut rien y faire, on peut juste se changer soi-même pour accepter le monde. Dans la littérature de l'imaginaire, au contraire, il y a parfois quelque chose d'enthousiasmant de se dire, on peut vous montrer le monde d'une autre façon et le monde pourrait être différent. Donc ça donne une sorte d'avantage permanent à la littérature de l'imaginaire auprès de la jeunesse. Un autre élément plus récent, c'est qu'il y a déjà eu des moments, comme dans les années 60-70, où la littérature de l'imaginaire était plus politique. Alors, politique au sens large, ce n'est pas une couleur politique, c'est des sujets politiques, des sujets qui intéressent tout le monde, des sujets sociétaux aussi. Et je pense qu'il y a un retour là-dessus. Il y a eu une période dans les années 2000-2010 où une grosse partie de l'imaginaire, ce n'était que du divertissement. C'est-à-dire, c'est du KPDP avec des dragons et on ne sait pas ce que ça veut dire politiquement, on ne sait pas ce que ça veut dire socialement, ça ne dit rien psychologiquement, mais au moins les héros s'amusent et vivent des fantastiques aventures. Maintenant, on est dans une période d'équilibre où il y a des récits qui vont être à la fois très divertissants, mais qui portent des messages. Quelqu'un comme River Solomon porte des messages. C'est une figure afro-américaine importante, c'est une personne qui est non-binaire, c'est une personne qui parle de problèmes politiques, alors certes en grande partie américains, mais ça, c'est revenu. Et l'autre chose aussi, qui est vraiment un phénomène extrêmement fort, c'est que souvent, quand on grandit, beaucoup de personnes en fait pensent que grandir, c'est nier l'enfant ou l'adolescent qu'on a été, et que passer à l'âge adulte, c'est renoncer à tout ce qu'on était. Alors qu'en fait, plein d'écrivains d'imaginaire, et Ursula K. Le Guin, enfin, c'est le grand exemple. Ursula, elle disait grandir, c'est l'enfant qui a survécu, en fait. Et dans la littérature de l'imaginaire, il y a quelque chose de l'optimisme de l'enfant qui doit rester. Et ce qui est particulier par rapport aux générations qui nous ont précédés, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont rentrés dans la littérature dans les années 90, dans les années 2000, avec Harry Potter, avec la littérature de l'imaginaire de cette époque-là. Et une fois qu'ils sont à l'âge adulte, au lieu de se dire « j'abandonne l'imaginaire, je ne dirai que de la littérature réaliste », ils vont garder cette conscience que la littérature de l'imaginaire apporte quelque chose de plus. Et donc, on a de plus en plus de la littérature imaginaire qui est politique, littéraire, et voilà, donc ça s'est beaucoup diversifié, ça se massifie, il y a de plus en plus de romans d'imaginaire, et maintenant, toutes les collections, même des collections de littérature générale, vont introduire parfois des romans d'imaginaire sans dire que c'est des romans d'imaginaire, mais voilà, par exemple, le Goncourt d'il y a 2 ans, L'Anomalie de Hervé Letellier, c'est un roman de science-fiction. C'est juste que c'est un roman de science-fiction qui a été fait pour le grand public, mais c'est un roman de science-fiction. Donc, c'est une période extrêmement stimulante pour la littérature de l'imaginaire et pour les maisons d'édition d'imaginaire. Là-dessus, pour conclure, avant d'ouvrir les questions au public, on va revenir sur le fait que bah voilà, tu as déjà organisé, comme je disais, des ateliers, des rencontres en classe, peut-être même lors de salons, qui fait que tu as été personnellement, en tout cas la maison d'édition, en contact avec des adolescents. Là-dessus, bah, nous, voilà, notamment avec Nimouk, à la lecture jeunesse, on travaille beaucoup avec des adolescents dans un cadre de projets de création de livres numériques, en particulier avec Nimook. Et donc, qu'est-ce que toi, tu dirais à ce public adolescent-là, que tu as pu rencontrer voilà, en tant que lecteur passionné ou juste personne que tu as vu en classe, pour commencer à écrire, améliorer son écriture, travailler en équipe? Qu'est-ce que toi, tu vois comme problématique, soit parce que tu as des auteurs qui t'ont dit, moi, quand j'étais ado, si j'avais su que si j'avais su que ça, ou même des jeunes qui t'ont dit, toi, des professeurs, des personnes que tu as rencontrées. Qu'est-ce que toi, tu dirais aujourd'hui, avec toute ton expérience, pour aider en fait, à passer le cap, pour que des adolescents ne se sentent pas écrasés par le poids d'une littérature qui serait solitaire, de souffrance, comme on disait? Le premier truc, mais c'est le plus important, c'est il faut aimer lire, lire beaucoup. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture.
Si on aime lire uniquement les mangas, les shonen et tout ça, il faut lire ça de manière intensive parce que il faut devenir bon dans ce qu'on aime lire. Il n'y a pas de lecture obligatoire, il n'y a que des lectures qu'on aime faire avec. Donc voilà, il faut beaucoup lire. Deuxième chose, il faut prendre l'habitude d'écrire régulièrement. Donc, pas juste écrire dans sa tête, mais régulièrement se mettre à écrire, peut-être avoir un journal, peut-être participer à des travaux collectifs comme les journaux d'établissement, ce type de choses. Et il faut garder à l'esprit que l'écriture, c'est très, très concret, c'est-à-dire il faut se relire, il faut réécrire parfois, il faut améliorer, mais il faut surtout rester très, très passionné et se dire que toute sa vie, on va progresser dans l'écriture et que donc il faut écrire tout le temps et avec passion et lire beaucoup. En fait, c'est simple, mais comme toutes les choses simples, c'est toujours très difficile. Et là-dessus, bah, voilà. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, allez-y. On ouvre les questions sur cette ouverture. Alors, j'ai plusieurs questions. J'ai remonté le fil. Bah, il y avait une première question qui est très, très concrète, en fait, sur le monde de l'édition. C'était combien de manuscrits vous recevez environ aux Forges de Vulcain? Donc, on va circonscrire en imaginaire, ou toi, les manuscrits que tu reçois toi, parce qu'il y a Ah peut-être... oui, ce que je reçois moi, alors je précise que je reçois en numérique exclusivement, et que quand on reçoit en numérique, on en reçoit beaucoup plus que quand les gens nous l'envoient en papier, parce qu'en papier, il faut qu'ils payent l'impression et le timbre. Donc, ils ont tendance à envoyer moins. En numérique, ils ont tendance à envoyer à tout le monde. Donc, en fait, on est autour de 4000 manuscrits par an, ce qui est énorme. Voilà, ce qui est vraiment énorme. Ce qui fait que, comme beaucoup de maisons, on a du mal à répondre parce qu'en fait, chaque année, on essaye de détecter 2-3 textes dans les 4000 manuscrits et c'est assez difficile. Voilà. C'est une grosse partie du travail et c'est une partie très complexe du travail. Et comment tu procèdes, du coup, pour Mal, je choisir? procède Voilà. mal. Il faut admettre que ça ne fonctionne pas très très bien. Non, ce qui se passe, c'est qu'il faut admettre qu'on fera des erreurs. Mais ça peut être rassurant pour les éditeurs, pour les auteurs et autrices, se dire que quand votre manuscrit n'a pas été retenu pour publication, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire que peut-être c'était pas envoyé à la bonne maison, c'était peut-être pas envoyé au bon moment. C'était au moment où ça a été lu. L'éditeur ou l'éditrice, bah, c'est un être humain, n'était pas assez concentré, et voilà, donc il ne faut pas le prendre personnellement, faut persévérer dans les envois de manuscrits. Après, ce que je fais, c'est que on ne lit pas 4000 manuscrits par an, on les consulte. Ça veut dire qu'on lit quelques pages, et parfois c'est tellement loin de ce qu'on cherche qu'on élimine. Ça ne veut pas dire qu'on trouve ça mauvais, parce que généralement, si on a lu que quelques pages, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais, mais on sait que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on cherche, et on élimine. Alors parfois, on se dit, j'ai lu que 10 pages, et en fait, si ça se trouve, les 10 premières pages n'étaient pas bonnes, et après, ce serait devenu génial. Mais en fait, on peut objectivement pas lire tous ces manuscrits. Donc, on accepte qu'on va faire des erreurs et rater des très bons manuscrits. Mais c'est comme ça. Et donc, une fois que le manuscrit a été, voilà, une fois que tu te dis, bon, ces 2-3 textes, ceux qu'on va éditer, est-ce qu'en général, c'est des textes qui sont déjà bien aboutis et sur lesquels il n'y a pas grand-chose à dire, ou ça arrive de dire, là, il y a un potentiel C'est très énorme? variable. C'est très variable, mais généralement, c'est beaucoup plus intéressant de se dire, ce texte est imparfait, mais il y a une idée géniale et il y a des passages géniaux, et on va travailler ensemble pour renforcer les forces et gommer les faiblesses, plutôt que d'avoir un manuscrit qui est déjà prêt à publication, mais qui n'a pas d'étincelle, en fait. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, on sait, en tant qu'éditrice ou éditeur, le travail qu'on peut accomplir avec l'auteur. Donc, en fait, on préfère des manuscrits imparfaits avec des étincelles que des manuscrits parfaits mais sans aucune passion. Hmm. Qu'est-ce que toi, tu verrais comme livre voilà, que tu conseillerais pour découvrir les littératures de l'imaginaire à des jeunes voilà, adolescents, puisque effectivement, un truc que tu pointes du doigt, et ça c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on observe, beaucoup de ce que les gens, enfin de ce que les jeunes lisaient dans les années 80, c'était de la science-fiction.
mais souvent de la science-fiction pour adultes qui parfois était bien ardue. Donc je pense que Frank Herbert, à 14 ans, ça va être un petit peu, voilà. Mais aujourd'hui, il y a la littérature jeunesse, voilà, on est là pour ça. Mais qui fait que peut-être c'est plus simple. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui lisent des mangas. Toi, qu'est-ce que tu dirais en littérature de l'imaginaire, en BD, manga, roman, tu dirais, bon, voilà, si j'étais jeune aujourd'hui, j'aurais aimé avoir ça entre les mains parce que ça m'aurait vraiment poussé à aller là-dessus, quoi. Je vais faire une réponse en deux parties. Et je vais quand même citer un livre des Forges, Le sang de la cité de Guillaume Chanay-Jean, parce que c'est lisible par des lycéens. Nous, même si on publie plutôt en adulte, je fais toujours l'effort de choisir des textes qui peuvent être lisibles par des lycéens. Donc et d'ailleurs, on a pas mal de textes en littérature générale qui ont gagné des prix de lycéens, comme Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, Une bouche sans personne de Alexandra Kochelik et son À crier dans les ruines. Donc ça, c'est pour citer les forges. Après, si on sort des forges, je pense que il y a des classiques de la SF qui sont très lisibles, comme Asimov, qui d'ailleurs est très très recommandé au collège. Hein. Donc les nouvelles d'Asimov, c'est un classique de la lecture jeunesse. Je pense que Tolkien, ça vaut le coup de tenter Tolkien, qui est parfois perçu comme une lecture difficile, mais en fait, les lecteurs, lectrices sont toujours surprenants parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des gros lecteurs, qui découvrent Tolkien et hop, ça les prend tellement qu'ils sont fascinés. Comme je disais, je trouve que Bilbo, c'est plus facile à lire, en fait, mais bon, moi, ça m'a plus marqué. Euh, Après, je trouve que Terre-Mer de Le Guin, c'est très, très, très beau. C'est très évocateur et je pense que c'est un roman des années 60, mais ça résonne beaucoup avec notre époque, la série Terre-Mer. Et c'est une série qui oscille entre la littérature adulte et la littérature jeunesse. Alors certains la connaissent parce que ça a été adapté par les studios Ghibli sous le titre des Contes de Terre-Mer. Mais l'adaptation de Ghibli s'est beaucoup éloignée des œuvres initiales, donc ça vaut le coup quand même de revenir au roman. Et voilà. Super. Et là, j'ai dernière question et après je conclurai notre discussion. Quelqu'un qui demandait, dans les manuels derrière toi, donc tu parlais du fait qu'il y avait voilà, les manuels d'écriture, est-ce que tu aurais 3 ou 4 titres à recommander à des personnes a priori, qui voudraient se lancer dans l'écriture? Mm, Là, la personne disait qu'elle avait Le voyage du héros et Le guide du scénariste. mm. Est-ce que toi, tu as d'autres titres que tu recommandes pour des personnes qui voudraient se lancer dans l'écriture, y compris des adolescents, parce que j'imagine qu'il y en a à voir qui ne doivent pas être si compliqués que ça, comme livre, en tout cas d'accès. Oui, juste en passant, Ursula Le Guin et Frank Herbert détestaient le voyage du héros, et, et parce que leurs œuvres ont été construites comme étant la négation du voyage du héros. Mais le voyage du héros, c'est un texte intéressant, voilà, plutôt pour des scénaristes. Euh, Moi, un texte qui m'a toujours passionné, qui est un texte qui est à destination initialement des élèves de primaire et des instituteurs, c'est la logique de l'imagination. C'est bien ça le titre? Dans La grammaire de l'imagination de Gianni Rodari. Gianni Rodari, c'est un immense auteur jeunesse italien. Il a gagné le prix Andersen en 72. Et c'est juste fantastique parce que c'est des petits exercices d'écriture. Voilà, faut garder à l'esprit qu'un bon roman, c'est pas juste un bon scénario. Donc, il faut pas recommander que des manuels de scénario. Après, pour parler manuel de scénario, il y en a un que je trouve très très bien, qui est un classique, qui s'appelle Story de Robert McKee. Donc McKee, c'est M-C-K-E-E. Et sinon, bah, tout à l'heure, on a parlé du héros, enfin du voyage du héros, mais le grand livre de l'auteur qui a fait le voyage du héros, qui s'appelait Campbell, Joseph Campbell, c'est Le héros aux 1000 visages. Voilà, ça fait 3. Gianni Rodari, Robert McKee, Campbell. Mais il faut commencer par Rodari. Voilà. Hmm. Et Et puis, il ne Campbell, faut pas s'épuiser non plus dans la lecture des manuels. L'essentiel, c'est de lire beaucoup et d'écrire beaucoup. Enfin, de lire des romans et d'écrire beaucoup. hmm. Et pour l'anecdote, Campbell avait beaucoup inspiré notre cher George Lucas Oui. pour faire, voilà, Star Wars. Mm. Donc, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. C'était vraiment top de t'avoir pour discuter de tout ça. J'espère que tes recommandations, notamment pour l'écriture et même voilà, ton discours sur qu'est-ce que c'est éditer et aussi qu'est-ce que c'est
lire, s'intéresser à la lecture, etc. Ça parlera à la fois à des adultes et à des adolescents là, qui nous suivent aujourd'hui. Mm. Je vais en profiter pour présenter voilà, notre numéro qu'on sort là en mars, avec cette magnifique couverture très romantique. Donc notre numéro de lecture jeune de mars, qui est en sous-presse, là, qui va bientôt sortir et que vous pouvez d'ores et déjà commander en numérique et en papier sur notre site. Il porte sur les littératures de l'imaginaire. Donc évidemment, on abordera la fantasy, la science-fiction, aussi l'horreur et le fantastique. L'idée, c'est de vous présenter à la fois qu'est-ce que c'est l'imaginaire, pourquoi c'est une notion qu'on utilise en France, et par exemple, qu'on n'utilise pas aux États-Unis, puisqu'on parle de fantasy ou de science-fiction, mais il n'y a pas cette catégorie englobante qui aujourd'hui, en France, est très importante pour les libraires, les éditeurs, y compris auprès du lectorat. Ensuite, on va aborder dans la partie Agir les ateliers, les médiations qui sont réalisées autour de ces genres-là, qui parlent particulièrement aux adolescents. Et à la fin, on va partir plutôt du secteur éditorial, des auteurs, sur la question de en quoi ça consiste d'écrire, de travailler dans ces univers-là, pour que vous ayez un peu l'exemple des coulisses de la création, mais dans le numéro. Ce numéro, il donnera lieu à une soirée de lancement, le jeudi 30 mars, donc à 19h, à la librairie Le Nuage Vert, qui est à Paris. Donc si vous pouvez être à Paris, n'hésitez pas à suivre Le Nuage Vert pour vous inscrire. Il n'y a que 25 places, donc il faut y aller au plus vite pour avoir sa place. Une table ronde sera organisée à cette occasion sur la fantaisie en France aujourd'hui, avec une autrice jeunesse, Laetitia Lajoigny, et une chercheuse, Marie-Lucie Bougon, qui a fini sa thèse sur la fantaisie en France de 1972 à 2022. 1972, pourquoi? Parce que c'est la première traduction du Seigneur des Anneaux chez Christian Bourgois. Et sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est pas grave, parce que le Nuage Vert diffusera en direct sur sa plateforme, en fait, sur Instagram, l'Instagram Live, la conférence, ce qui vous permettra d'y assister, de la voir en rediffusion éventuellement, et nous, on essaiera d'en faire un podcast, si on y arrive, si le son est bon. Mais voilà, pour les détails. Également, le 1er avril, donc c'est-à-dire 2 jours plus tard, je serai au festival NUMOC, donc Festival des bibliothèques de la ville de Paris, pour une conférence sur la fantaisie dans tous ses états, en parlant de cinéma, de séries, de jeux vidéo et de jeux de rôle, donc, et de littérature, évidemment, pour montrer comment la fantaisie en fait, arrive à se diffuser largement sur les différents supports. Ce sera de 16h à 18h à la médiathèque Marguerite. Ah non, Rainer Maria Rilke. Voilà. On parlait de Kafka, on parle de Rilke. On reste en Europe centrale. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir assisté. Vous avez les détails dans la discussion avec les actualités de l'association et les informations sur NUMOOC. Donc, NUMOOC, effectivement, le dispositif mis en place par Lecture Jeunesse pour la création de livres numériques avec les classes au collège et au lycée. N'hésitez pas à suivre ça, à vous inscrire pour la prochaine édition qui sera pour l'année scolaire de septembre 2023. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis on continue à se suivre sur les réseaux. Merci à tous et à toutes, merci à toi David, et au revoir. Au revoir tout le monde.